Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Nous sommes bien sur Radio Fréquence Atlantique. Qu'est-ce que mon micro est ouvert? Oui, voilà. Et donc avec ces deux fréquences, 105.9 et puis 93.6. Voilà. Et nous sommes également en direct sur Facebook. Et dès ce soir, vous pouvez retrouver l'émission sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire un thème central. Et je vais vous parler, je vais aborder la question, la nécessité de briser les chaînes mentales qui empêchent à notre humanité et à notre spiritualité vraie de s'épanouir. Parce que souvent, nous expliquons les différents fléaux et nous disons qu'ils empêchent le développement de l'humanité, l'essor de notre pays, et nous insistons sur le fait que la façon dont nous réfléchissons, le dérèglement sociétal, mental, c'est l'élément principal sur lequel nous devons réfléchir, parce que si nous ne sommes pas sereins dans notre tête, nous ne pourrons organiser aucune lutte de transformation de l'humanité. Donc c'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui de cette nécessité de briser les chaînes mentales qui empêchent à notre humanité, à une saine spiritualité de s'épanouir. Alors, pour être franc, ce qui m'a amené à choisir ce thème-là, ce sont des échanges que nous avons eus sur la radio dimanche dernier, et notamment des auditeurs qui nous faisaient remarquer le caractère inconséquent de personnes qui ont dépensé de l'argent pour aller regarder Ronaldinho. Nous avons eu un appel d'un camarade également qui nous faisait remarquer le fait qu'il avait senti un genre d'offense dans l'attitude de quelqu'un qui va avec un symbole panafricain, justement aux côtés de Ronaldinho, étant entendu que Ronaldinho, c'est un défenseur du dictateur Bolsonaro. Et troisième élément qui m'a poussé à faire ce choix-là, c'est que au lendemain du procès spectaculaire que nous avons vécu concernant le déboulonnage des statuts, je reçois un appel d'un vieux militant qui intervient pour me dire une seule chose. Il est outré parce que Olivier Bérisson était parmi les gens parce qu'il n'a pas participé au déboulonnage des statuts. Ces remarques-là viennent de gens qui sont pour la libération du pays et qui veulent dénoncer des choses qui sont, de leur point de vue, des obstacles à la clarté du combat que nous menons. Mais manifestement, il y a une discordance entre les intentions louables et puis le contenu des interventions. Donc, c'est ça que nous allons essayer de développer, mais très rapidement, je veux dire quand même que concernant la venue de Ronaldinho, la pensée, le jugement qu'on émet ignore un certain nombre d'éléments d'analyse. Est-ce que les gens concernés savent que Ronaldinho, c'est un soutien fervent de Bolsonaro? Combien de gens savent ça? Si un militant sait ça, il doit dire, bon, certainement les autres ne savent pas. Et comment faire en sorte de développer la vérité? Mais ce qui vient là, c'est nécessité de ne pas admettre qu'il y ait confusion de gens. Discordance entre l'intention et la concordance. Quant à l'argument qui dit, les gens se plaignent de la vie chère, mais ils trouvent 155 € pour aller avoir une signature. Là encore, discordance parce que on ne prend pas en compte l'analyse. Pourquoi des gens vont faire des dépenses pour des choses qu'on considère superficielles alors qu'il y a des difficultés? Il y a des réponses scientifiques. Par exemple, les gens qui vont en croisière, écrasés par les dettes, les dépressions, etc., eh bien, inconsciemment, portent une réponse pour que leur équilibre mental reste valable.
Quand on n'a rien dans la vie, on essaie de se défouler. Et ça, c'est pas une faute, ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas de les conséquences, ce n'est pas parce que la personne est contre l'émancipation du peuple martiniquais, c'est un comportement humain. Donc, celui qui critique cet aspect-là ne prend pas en compte des éléments d'analyse sociologique. Là encore, discordance entre l'intention qui se veut louable et puis les éléments d'analyse qui font que le contenu de ce qu'on dit n'est pas adapté aux nécessités de l'heure. Quand ce qui concerne le coup de téléphone sur un tel n'a pas participé, ça montre que, on n'a pas tous les éléments et on fait une fixation. Parce qu'au départ, on n'est pas d'accord avec la position d'un tel. Donc, on a assisté à un procès historique qui bouleverse le monde, qui incontestablement va faire la lutte du peuple martiniquais faire un bon. On ne retient qu'une chose. Je ne comprends pas pourquoi un tel était là. Discordance. Mais vous verrez que dans tout le contenu du développement que je ferai, il s'agit de montrer que justement, il nous faut nous départir des jugements, des interprétations subjectives. Il nous faut apprendre à analyser et à voir les conséquences de ce que nous disons sur la lutte et comprendre que des fois, croyant faire les choses avancer, nous les faisons reculer parce que nous ne prenons pas tous les éléments en compte. Donc, il ne s'agit pas de jugement, il s'agit de dire, bon, réfléchissons ensemble pour voir qu'est-ce qui cloche. Comment expliquer ces discordances, d'où le thème que je vous propose de développer aujourd'hui. La première chose qu'il nous faut admettre, c'est qu'il faut prendre en compte tous les facteurs qui interviennent dans l'élaboration de notre pensée et dans notre façon de nous exprimer. Alors, cela intègre ceux dont on parle, mais ça nous intègre aussi. Qu'est-ce qui m'amène à réfléchir? Sur quoi je fonde mes analyses et mes façons de parler? Il y a plusieurs éléments ça concerne tout le monde. Un, les connaissances. Dans l'exemple que j'ai cité, on voit qu'il y a la question de je sais que Ronaldinho a, je sais que, ou je ne sais pas. Donc il y a nos connaissances, il y a nos formations, ce qu'on a pu lire, ce qu'on a pu entendre dans des réunions, dans des conversations, ce qui n'est pas le cas de ceux qui ne sont pas dans les réunions concernées ou qui n'ont pas lu les mêmes ouvrages que moi. Donc, nos connaissances fabriquent notre pensée, nos formations, et puis notre vision globale du monde. Mais la vision globale du monde, qu'est-ce qu'il a fabrique? Il y a notre parcours personnel depuis l'enfance. Si nous avons vécu dans une famille qui nous apprend à lire, à être disciplinés, eh bien, nous n'aurons pas les mêmes fondements de pensée que quelqu'un qui n'a pas eu cette chance-là. Donc, notre parcours personnel, les études que nous avons pu faire ou que nous n'avons pas pu faire, tout cela, c'est un soubassement de l'élaboration de notre pensée. Et puis, il y a quelque chose de plus important encore, qui est souvent sous-estimé, c'est le poids des idées dominantes et de la propagande du système. Même quand on est militant, quelqu'un progressiste, religieux, on a de bonnes intentions, on est sincère, tout ça, même si on a lu Marx, on a lu les révolutions, on est fier de la révolution haïtienne, mais il reste que nous, là, chaque jour, à chaque minute, nous écoutons ce qui se dit dans la radio. Poutine, c'est un diable. Saddam Hussein, c'est un démon, etc. Et les choses s'impriment insidieusement dans notre subconscient. Toute cette propagande-là. Mais il n'y a pas que la propagande concernant la politique, les idées dominantes qui font que on pense que c'est l'individu qui doit travailler pour réussir. Si on échoue, c'est parce qu'on n'a pas travaillé et on ne prend pas en compte la question des possibilités sociales de réussir ou de ne pas réussir.
Alors, à cela s'ajoute quoi? Notre caractère, parce que tout notre parcours, les combats que nous avons vus avec nos copains, les enfants, les déceptions, et puis nos hormones font que nous avons des caractères différents. Alors, il y a des gens qui sont réservés, ils ne vont pas sortir. Puis, il y a des gens qui sont colériques. Ou quand il ça, il aura monter. Il y a des gens qui ont un verbe, une façon de parler, même sans se rendre compte, qui est agressive. Ils vont dire strictement la même chose que quelqu'un d'autre qui parle plus calmement. La personne parle calmement serait entendue et pas toi. Donc, on a notre caractère qui influe aussi dans notre façon de communiquer. Ce que je veux dire ici, c'est que tous les êtres humains, sans exception, oui, réagissent de la même façon en fonction de tous les facteurs dont j'ai parlé. À partir de ce moment-là, on va s'interdire de voir un acte, une parole ou un geste d'une personne et puis en tirer des conclusions politiques sur sa volonté de libérer le pays. On va essayer de dire, je ne sais pas. On va essayer de comprendre, mais comment je vais faire pour que cette personne-là s'améliore. Et on va avoir des surprises. Vous tous là, dans la vie, vous avez dû voir cette expérience. Il y a des gens, vous les voyez, Monta la donne méchant parce qu'elle a un visage enfermé, des plis sur le poids, etc. Vous avez une image de cette personne-là, c'est quelqu'un de sévère, de méchant. Et puis quand vous avez la chance de la connaître, vous voyez que c'est quelqu'un d'humain, de gentil, de Fidji, mais vous avez déjà interprété, vous lui avez donné un caractère par rapport au visage, à son physique. Alors, ça, c'est le premier point sur lequel je voulais insister. Tous, autant que nous sommes, comprenons qu'il y a des facteurs qui interviennent dans l'élaboration de la pensée et de la façon de s'exprimer. Et que les jugements politiques, les jugements religieux, tout ce qu'on peut avoir comme jugement concernant cette personne-là, nous devons nous abstenir et dire comment j'analyse le vécu, la réalité des gens qui sont autour de moi. Et à partir de ce premier pas-là, si on se met vraiment à réfléchir, on va dire, bon, désormais, je m'interdis de faire des jugements, des procès d'intention, mais je dois me dire comment je vais faire pour travailler à l'amélioration de mon expression, de mon comportement et à l'émancipation collective. C'est deux choses. Tant que je reste dans l'autre monde de ceux qui jugent, de ceux qui croient savoir, de ceux qui parlent avec de façon intempestive, etc., ben, là, bon, je ne contribue pas ni à mon développement personnel, ni à celui de l'humanité. Maintenant, si je fais un bilan, je dis, mais en fait, comme tout le monde, j'ai des faiblesses, comme tout le monde, je me trompe, comme tout le monde, je n'ai pas tous les éléments nécessaires à un comportement qui soit efficace, efficient. Donc, je me mets en position de changer, de réfléchir. J'arrive donc au deuxième point. Au-delà des considérations générales sur l'être humain que je t'ai aussi donné, là, aujourd'hui, l'être social, l'être qui agit, et nous, en Martinique en particulier, nous avons deux traumatismes mentaux qui sont des chaînes. J'ai parlé de briser les chaînes mentales. Nous avons deux traumatismes mentaux qui nous enchaînent. Le premier, nous l'avons exprimé, synthétisé avec la question du syndrome de Lynch. Ce sont des réflexions, des recherches, des études qui nous ont permis de dire que nous vivons collectivement en Martinique sous l'effet d'un syndrome qui affecte notre psychique, notre mental, que nous avons dénommé
syndrome de Lynch. Par rapport à, vous savez, un bonhomme Lynch qui avait dit qu'il faut diviser les terres pour qu'ils soient, ils s'autodisent, qu'ils soient divisés. C'est un nom. Mais c'est un syndrome, comme on vous dit, le syndrome de Stockholm, le syndrome de... C'est un genre de pathologie hein, qui étreint notre libre arbitre. Disons ça comme ça. Donc, nous sommes victimes du syndrome de Lynch. Et nous devons dire, j'ai à me soigner parce que ce n'est pas la société qui va me soigner. Comment ça se manifeste le syndrome de Lynch? Je ne vais pas prendre tous les détails, mais encore une fois, je vous dis qu'il y a une vidéo qui explique ce syndrome-là que vous pouvez retrouver sur YouTube, division autodénigrement et syndrome de Lynch. Donc, mais les choses les plus essentielles, c'est que la violence du système esclavagiste et de la domination que nous avons subie, des tortures, a laissé cette maladie qui fait que nous divisons pour tout et rien. Et nous nous autodénigrons. Tout ce qui va rabaisser ma personne, mon peuple, ça va venir spontanément. La division. J'ai déjà pris cet exemple-là, je le répète. Nous allons tous les jours à la poste. Nous avons des employés souriants, patients, qui malgré tous les problèmes familiaux, les conditions dures du travail, nous reçoivent bien. Nous ne disons pas, nous ne sortons pas pour aller dire, mais c'est moi gentil, madame là, mais moi gentil ici, vous là, c'est gentil, tellement puis nous. Non, on ne voit pas ça. Mais si un jour on arrive et puis qu'un employé ou un employé a un comportement inacceptable, parce que, par exemple, il a appris que son fils est pauvre, parce que son mari l'a battu, parce que, la personne a un mauvais caractère, elle a fait bêtise, alors là, on va passer de maison en maison. C'est vous la poste là, c'est fonctionnaire, c'est... Je répète que ce n'est pas pour culpabiliser ou autodénigrer celui qui fait ça, c'est pour expliquer que c'est un syndrome qui fait agir inconsciemment dans le cadre de l'autodénigrement et de la division. Pour savoir si c'est un syndrome, réfléchissons sur notre attitude. J'ai pris l'exemple de la police. Nous avons des militants qui systématiquement viennent de toutes les mobilisations qui ne disent pas, monsieur, c'est mon qui vient, il fait sacrifice, non, qui vient dire, ah, c'est Martin Cher, peuple pas qu'à marcher, regardez ça seulement mon qui dit, et dit, non, si c'était un baril, t'es qu'à venir, etc. C'est le syndrome de Lynch. Souvent, dans les manifestations, nous faisons cette remarque, ne dis pas ça. Pourquoi les gens ne sont pas venus? C'est de l'autodénigrement. Nous avons une radio qui permet de nous exprimer. Quelqu'un peut une fois dire, je téléphone pour dire, c'est mon nom pas conséquent, c'est à cause de nous-mêmes que nous ne pouvons pas aller, ça se comprend. Si cette même personne-là va te téléphoner 2 autres fois pour dire, ah monsieur, moi je n'ai mon avion, je fais un bel bagage, etc., on peut comprendre que la personne dit le positif ou le négatif. Mais si quelqu'un téléphone 1000 fois, et les 1000 fois c'est pour dire, nous pas bon, c'est à cause de nous, c'est le syndrome de Lynch. C'est une pathologie à soigner collectivement. Comment tout ce qui se fait de beau dans mon pays ne m'interpelle pas? Je suis dans un procès où des jeunes ont mené une action radicale, où vraiment, je viens soutenir le procès, et je dis, ouais, Rodaldino, etc. Vous voyez bien qu'il y a une discordance entre les préoccupations que j'ai et la réalité. Je répète qu'il ne s'agit pas de critiquer ou de culpabiliser. Il s'agit d'attirer l'attention sur
un syndrome que nous avons tous, autant que nous sommes à des degrés divers, et pour comprendre, je le dirai plus tard, la nécessité d'y remédier. Souvent, quand on parle de choses de la pensée, du comportement, les gens interprètent ça comme une agression. Non, nous sommes des êtres humains. Si vous avez mal au bras, vous le sentez, vous dites à quelqu'un, j'ai mal au bras. Celui qui est en face de vous va vous dire, ouais, ni en plante la souffle, ça va éviter. Il vous aura donné un remède qui va vous servir. Vous serez content. Donc, si quelqu'un vient vous dire, oh, voilà, on est un bobo d'eau là, ben ça fait une maladie, ou pas ça, ou pas qu'à dire, c'est un cabinet, ou pas qu'à jouer, ou que heureusement, c'est un ami, c'est un camarade, c'est quelqu'un qui m'aime, qui m'accompagne, parce qu'il me dit, j'ai vu ça, fais attention. Et bien, c'est ça pour le syndrome de Lynch. Il nous faut être capable de dire, si des gens qui font partie de mon camp, de mon peuple, viennent me dire, attention, bagaille là, on nous mange comme nous. Ça fait nous ne pouvons pas parler si c'est pas, c'est à cause de nous, c'est nous, ah, nous pas arriver, c'est les gens, les intendants. Si nous pas accepter comme on dit nous, mais c'est pas normal. Pas dit ça. Il ne faut pas parler comme ça. Tu écoutes ton peuple quand tu fais ça. Tu démoralises le peuple. Toutes les hommes politiques, c'est de la cave. Autour de dénigrement qui déstabilise notre peuple et qui ne correspond pas à la réalité. C'est ça le syndrome de Lynch. Mais à cela, attention, il s'ajoute le délitement sociétal et mental qui correspond à toute la société. Là, on a parlé des descendants des esclavagisés, mais de tous les peuples du monde. Quand vous avez des télés qui vous inculquent la violence, la bestialité sexuelle, l'individualisme, etc., massivement, vous voyez l'état des Américains entre eux? Vous voyez l'état des Français entre eux? Eh bien, nous aussi, nous subissons ça, puisque nous écoutons les mêmes télés, nous lisons les mêmes livres, nous écoutons, nous voyons nous avons les mêmes radios, etc. Donc, il est important de voir que nous avons à réfléchir, comme nous avons à réfléchir sur le syndrome de Lynch, sur la propagande, le contenu des idées développées par le système que nous prétendons combattre, pour identifier ce qui n'est pas bon dedans et comment nous y opposer. Il y a 15 jours, je parlais de génération Z. La Gen Z a fait ceci. Ils ont décidé de développer cette histoire de Gen Z pour empêcher que les gens ne comprennent ce que c'est que la lutte de classe et pour mettre une division entre les jeunes et les vieux pour qu'on ne puisse pas changer le système. C'est leur psychologue qui dit, bon, qui ça nous fait? Qui nous fait dire ça? C'est mon normalité. Et puis, pourquoi la Gen Z, ah, ces jeunes-là, etc. Et puis, les jeunes qui n'ont pas de formation idéologique, ils vont pas ah ouais, nous, non, conflit générationnel, les anciens, ils détournent le féminisme. La lutte pour le droit des femmes est fondamentale. On ne peut pas prétendre être révolutionnaire, changer le monde, si on ne se bat pas mordicus pour le droit des femmes. Il y a des militaires qui se prétendent révolutionnaires, lutter contre l'injustice, ils agissent de façon inacceptable avec les femmes de leur entourage. Parce que dans leur tête, ils sont aliénés par la propagande sexiste, individualiste, etc. Que vous avez des militants formés qui connaissent l'idéologie, qui sabotent le travail révolutionnaire parce qu'ils ont besoin de faire beaucoup de mais en sachant qu'ils n'auront pas les moyens de changer la société. Donc, en écrasant les mouvements révolutionnaires pour avoir la gloriole d'être élu, ce sont des gens qui sont aliénés. Ce n'est pas un jugement moral qu'il nous faut faire là. C'est dire, ce sont des victimes aliénées de la propagande, de la destruction mentale menée par le système.
Donc, comment faire en sorte de ne pas sombrer dans une division imbécile, de rejet de la politique des élections, mais pour dire quelle stratégie devons-nous avoir pour évacuer ces idées et racistes, ces idées individualistes, ces idées élitistes et renforcer la force de notre peuple. Les jeunes qu'on accuse d'avoir perdu leur repère, c'est parce qu'ils n'ont pas bon, ils n'ont pas écouté maman, ils n'ont pas tué, etc. Ça veut dire que nous sommes aliénés par la propagande bourgeoise. Tout militant, tout parent, tout martiniquais qui tient le langage, que ces jeunes, c'est les rats. Ce moment, il n'y a pas caché ce travail pour faire. Il est pour la propagande. Il est soumis à l'aliénation, mais il n'est pas pour son peuple. Parce que s'il réfléchissait sur la base que nous venons de développer, il dirait, monsieur Gass, ça c'est pour le café qui dessus. Qui ça nous fait pour ne pas tomber à ton café par ça là? Ça ne veut pas dire que si quelqu'un a donné une balle à votre fils, il ne faut pas laisser le pousser se faire, il ne faut pas le punir, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour que notre jeunesse ne choisisse pas la délinquance et choisisse de lutter? À ce moment-là, nous n'allons pas nous permettre de dire comme des gens du peuple concernant les jeunes déboulonneurs, c'est pas moi qui t'ai fait, ça fait tout, vous avez fait quoi, tout est dans la gueule. Mais si vous n'étiez pas empreint d'aliénation, vous auriez compris que en faisant ça, c'est vous-même que vous condamnez. Parce que si ces jeunes-là sont célébrés, ils ont fait quelque chose de positif pour le peuple, peut-être que ça va convaincre des jeunes qui seraient tombés dans la délinquance de ne pas aller arracher la chaîne d'une vieille femme, mais de se coller côté eux pour dire, mais c'est, on nous fait un moyen pour payer nous marcher bien. Donc, vous alimentez les dérives sociales en critiquant ceux des jeunes qui ont le courage de défendre leur pays, de défendre leurs idées. Et c'est pas pour vous culpabiliser que je dis ça. C'est pour vous dire que nous sommes victimes du poids de la propagande, des idées dominantes du système qui empêche que nous nous unissions pour lutter. Mais cela, je parle de ça pour la politique, mais dans la vie courante. Ces idées, le syndrome de Lynch, l'individualisme qui nous sont inculqués par les médias du système, par la propagande du système en général, ça nous empêche de vivre. Et dans le quotidien, qu'est-ce que ça a pour résultat? Je mets ma tête devant les tribunaux parce qu'elle a construit une maison et que le bout du petit mur de son entrée a empiété de 50 cm. Cet exemple-là que vous disiez, hein, que vous voulez, de 50 cm sur ma propriété. Toutes ces cailles-là collées l'un dans les autres, s'il y a un tremblement de terre, c'est cailles. Et puis, quand il m'attend pour pas croiser, c'est là qu'on ici. Est-ce que vous croyez que c'est parce que la personne est méchante, qu'elle est inintelligente? Non, c'est qu'elle est victime d'une aliénation, notamment du syndrome de Lynch. Il ne faut pas que l'autre ait plus que moi. Nous avons vu récemment, je crois que c'est la semaine dernière, drame dans quelle commune du Sud, à coup de coutelas pour un différend familial. Nous, frères et bisset, nous avons vu parce que nous avons chimé qui a fait ci, comment vous ne pouvez pas faire. Nous voyons des gens mettre une barrière pour empêcher que voisin ne traverse pour aller dans sa maison enclavée parce qu'il n'est pas ça sous témoin. Franchement, nous ne voyons pas que c'est un problème pathologique. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une injure, c'est un fait. Quand on fait une chose comme ça, c'est qu'on n'est pas maître éclairé de ses décisions. Donc, c'est un problème pathologique. Il y a 2 jours, on me donne un exemple.
les grands-parents sont morts, ils ont laissé un terrain, combat pour l'indivision. Il y a une maison qui était occupée par une des tantes qui est partie quelque temps en France. On ferme la maison, on interdit, parce que ça n'a pas encore été, c'est pas où qui pourrait être là. On interdit à une tante de vivre dans une maison qui reste fermée, qui pourrit, qui n'est pas entretenue. Parce que, on pas dit pas ta main. Franchement, comprenez bien que si nous continuons à dire c'est parce que nous sommes méchants, et couillons, tout ça, nous avons tout faux. Nous devons comprendre que c'est le résultat de pensées dominantes, de propagande et du mal-être que la personne a, du fait qu'elle n'a pas accès à des réponses éclairées. Que la personne agit comme ça. Il nous faut comprendre que la posture de juge, c'est une forme d'aliénation. Les jugements d'intention prétentieux, ils n'ont pas qu'à faire ça. Je sais, je suis bon, je suis révolutionnaire, et puis les autres couillons. Mais qu'est-ce que je fais vraiment pour la révolution? Quel combat je mène pratiquement pour faire les choses changer, à part critiquer ceux qui ne font pas? Je viens, je téléphone et je dis, bon, voilà ce que je fais, faites comme moi. Ce que je fais pour la collectivité, pas pour défendre mes intérêts, pour la collectivité, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je propose? Ou bien, je n'ai rien proposé, mais je viens humblement pour dire, bon, je veux militer, qu'est-ce que je fais? Donc, tant que nous n'aurons pas arrêté avec la posture de juge, si nous ne nous interdisons pas systématiquement toute parole d'autodénigrement de mon voisin, de mon peuple, des militants, de ceux avec qui je ne suis pas d'accord, qui préfèrent la spiritualité, retourner à la... Tant que je reste dans ce schéma-là, je ne sers pas à la lutte de mon peuple, je la dessert. Alors, ce qui est triste, et là je passe à un nouveau programme, c'est que nous nous autodénigrons, nous nous paralysons, mais nous, le peuple martiniquais, sommes un exemple pour le monde. Parce que dans la réalité, nous faisons des choses, nos anciens ont fait des choses extraordinaires. Nous faisons des choses extraordinaires. Imaginez l'impact du discours sur le colonialisme écrit par Aimé Césaire. On peut reprocher qu'il n'ait pas été conséquent. Tout ça, c'est des interprétations secondaires. Mais le discours sur le colonialisme écrit par Aimé Césaire a été le flambeau de pratiquement tous les mouvements de libération au niveau mondial. Nous allons continuer à dire, depuis Césaire, en tant que peuple, nous avons donné ce monsieur-là. En tant que peuple, la Martinique a été le premier pays à enlever un morceau de la France de la dictature du régime Vichy. Capitaine Tourté Balata, émeute, les soldats et notre l'amiral Robert, et s'y interviennent, le peuple est descendu, il dit non, l'amiral Robert prend la tangente. Pas tenir d'autres pays libérés un territoire avec Vichy. Il dit, ouais, qu'on ne nous apprend pas ça. Mais c'est ça, ça fait la Martinique. Quand Fanon a écrit Peau noire et masque blanc, les damnés de la terre, c'est devenu le socle de révolutionnaires dans tout le monde. Un petit Martiniquais qui boit 33 ans. Tiens, est-ce que vous avez entendu dire dans les médias officiels que le maire qui a été élu à New York, musulman d'origine du Moyen-Orient, etc., qui défie Trump et qui est l'espoir des États-Unis en alternative concernant le socialisme? Est-ce que vous avez entendu dire quelque part
que quand il était étudiant, la thèse qu'il a présentée, c'était sur Frantz Fanon. Là, Boukdalala. Zoran Mondani, c'est ça. La thèse de ce monsieur qui a été élu et qui défie Trump, sa thèse d'étudiant, c'était sur Frantz Fanon, Martinique. Nous n'avons pas le droit d'être fiers de ça. Nous allons continuer à dire Martinique, nous ne pas faire, etc. Les Martiniquais ont envahi la piste pour faire l'avion de Le Pen disparaître. Le monde entier a dit que la Martinique, je donne l'exemple. J'étais dans l'avion pendant que ça se faisait, j'allais en Nouvelle-Calédonie. Du moment où j'ai débarqué à l'aéroport Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, jusqu'à la fin de mon séjour, tous les gens m'ont dit, les Martiniquais, c'est vous qui avez. D'avion. La deuxième fois, il était là. Mais les Martiniquais, la Martinique, la Martinique. Et puis nous sommes en train de nous autodénigrer. Nous ne pouvons pas prendre un téléphone pour ne pas dire Sarkozy. Nous sommes un peuple qui a fait des choses extraordinaires. Nous sommes un peuple qui fait des choses extraordinaires. Le peuple martiniquais a construit des quartiers entiers sans être de la banque. Je ne vais pas être plus long. Nous nous autodénigrons alors que nous avons un rôle à jouer au niveau mondial et que nous jouons déjà. Alors, est-ce que ça veut dire que, wow, il faut que nous battions pas nous, on est les ceci, les... Non! Ça veut dire qu'il faut lutter contre l'autodénigrement, mais ça veut dire aussi que chaque peuple a son apport à faire dans la révolution. Et il ne faudrait pas croire que nous n'avons pas de défauts, que nous n'avons pas lutté pour changer les aspects négatifs et que les autres n'ont rien fait. Cela doit nous dire de même que les autres regardent ce que nous faisons et en prennent appui pour leur propre lutte, nous devons regarder ce qui se fait ailleurs. La révolution haïtienne, ce qu'ils ont porté au monde. Et pourquoi on veut la tuer? Donc, pourquoi nous devons soutenir les Haïtiens? La révolution palestinienne, ce qu'elle a porté au monde et pourquoi on génocide son peuple. Qu'est-ce que nous devons faire? Et, attention, qu'est-ce que les Européens, les peuples européens ont porté à la révolution mondiale? Parce que les classes dominantes, il y a des démocraties, les droits de l'homme, etc., pour nous couillonner. Mais les peuples français ont mené des combats aussi. La Commune de Paris, c'est quoi? C'est pas parce qu'ils sont blancs européens qu'ils vont dire, bon, d'accord, pour les autres, mais c'est à la de parler. Non! Il y a des blancs français qui aidaient le FLN algérien, les porteurs de valises. Donc, il nous faut dire, bon, voyons ce que nous avons de bon, voyons ce que les autres ont de bon, et puis on nous fait un bloc et puis ça pour renverser le système impérialiste. Et quand on a compris ça, on dit, bon, maintenant, on lutte contre nos faiblesses, et qu'est-ce qu'on va faire pour que l'organisation du peuple martiniquais soit à hauteur du combat? D'abord, j'ai parlé de ça théoriquement, le comportement, nous interdire de tirer sur notre propre camp et travailler à l'unité du peuple. Tirer sur son propre camp, c'est affaiblir la force collective et la rendre incapable d'affronter l'armée française, les médias français, le génocide par substitution, le blanc pays. Et puis vous refusez que les Martiniquais s'unissent, vous ne travaillez pas à ça, vous tirez sur son camp. Là maintenant, les jeunes ont mené un combat. Il y avait des vieux militants à leur côté. Mais ces jeunes-là qui ont mené le combat, il faut que nous glorieux dans toutes les communes de Martinique, il faut leur porter leur expérience, il faut leur dire, maman, un bagage qui ont tiré tête autres là, il ne faut pas se faire récupérer, il ne faut pas faire politique, c'est yo. Mais au contraire, blindez les autres politiquement, blindez les autres idéologiquement, nous les prisons. Et puis allez parler bas les autres jeunes. Il nous faut avoir
une attitude d'organisation pour soutenir tout ce qui est positif. Et nous interdire encore une fois de prendre un téléphone tous les jours pour dire nous c'est des couillons, nous pas qu'à faire, c'est à cause de nous, etc. On tire contre son camp, on favorise l'ennemi en faisant ça. De toute guerre, la question du moral des troupes, de la cohésion des troupes est indispensable. On peut être peu nombreux, mais si les gens ont une vision claire, s'ils ne se laissent pas manipuler par la propagande ennemie qui dit ah, mais c'est pas si, ah, mais c'est là, divisé, etc., on affaiblit le moral des troupes. Vous sapez le moral de ceux qui sont déjà engagés et vous empêchez aux autres de rentrer. L'importance du moral et de la cohésion des troupes, c'est un élément déterminant pour gagner toute guerre. Alors, là, maintenant que nous prenons conscience de ce problème, amendons-nous, voyons comment porter des réponses organisationnelles. Au lieu de dire les panafricanistes sont dans la spiritualité, réfléchissons, mais quel est le rôle de la spiritualité? Si éventuellement nous voyons qu'il y a des travers de la façon d'interpréter la spiritualité, nous avons le devoir de dire, et les hommes sont catholiques comme ça. Mais la spiritualité, c'est quoi? C'est l'âme qu'on a, la conviction qu'on a, basée sur la sincérité, la volonté du bien, le respect de ce que les ancêtres nous ont porté, le désintéressement, c'est ça la spiritualité. Ça peut être donné par des religions. Quelqu'un peut avoir une spiritualité saine qui la pousse à aider les autres parce qu'elle croit à son message religieux, même si la religion a été introduite par le colon. Mais la grande personne qui a pris le message d'amour, de partage, de compassion, et puis qui sur ça va aider des mouvements caritatifs, vous pouvez lui dire qu'elle est une imbécile qui applique la religion du colon. Ce qu'elle fait là est plus révolutionnaire que vos bavardages. Parce que cette personne-là a une spiritualité. Les fondements, on peut ne pas être d'accord. La spiritualité des hindous n'est pas celle des Amérindiens, n'est pas celle des peuples africains, mais c'est de la spiritualité qui est née de leur situation, de leur histoire, que nous ne pouvons pas nous permettre de dire, je dis les uns, je ne pas dire les autres, au nom de quoi, je me demande. Donc, la spiritualité, même si elle est religieuse, est nécessaire. La spiritualité révolutionnaire du communiste, personnellement, je défends depuis mon plus jeune âge l'idéologie communiste et le système socialiste, parce que je crois au partage, parce que je crois que l'homme peut être amendé, etc., qui est tout pour venir dire, ah, communiste, oui, c'est, etc., allez étudier l'histoire, monsieur. Laissez-moi avec ma spiritualité. La spiritualité peut être fondée sur l'athéisme, sur n'importe quoi, mais on est sincère. Et on a besoin de spiritualité parce que si on ne l'a pas, on a des problèmes mentaux. Devant les difficultés, les crimes, les trahisons, la jalousie, on est aigri, on est dans le mal-être, on a des dépressions, on n'essaie pas de comprendre les choses parce qu'on n'a pas une spiritualité qui nous permet de comprendre le monde qui nous entoure et de dépasser la seule spiritualité pour faire l'analyse de classe, pour faire l'analyse de la situation internationale, etc., etc. Alors, rechercher la pureté. Hein? Mais c'est pas qu'à porter ça, mais c'est pas qu'à dire ceci, mais c'est pas qu'à dire autre. Il ne s'agit pas de copier les gestes de la civilisation africaine pour être en conséquence avec la spiritualité africaine. D'ailleurs, qui désignait les officiants? Qui désignait les sages? C'était les communautés collectivement. Il n'y avait pas de gourou autoproclamé. Il n'y avait pas de gourou autoproclamé.
C'était une désignation collective d'après des traditions qui se transmettaient, la formation de celui qui appelait prendre le relais de religieux, etc., etc. Donc, oui, il faut nous inspirer fortement des civilisations précoloniales d'Afrique qui sont profondément humanistes. Mais c'est le non-non de la spiritualité et son application objective qu'il nous faut viser. Non pas nous croire qu'en faisant des gestes, en mettant tel habit, ça nous donne la spiritualité. C'est la sincérité des relations humaines. C'est la vérité de l'engagement au nom de tous et en même temps que tous. C'est ça la véritable spiritualité. Alors, j'arrive à la conclusion pour dire que, encore une fois, il ne s'agit pas de culpabiliser, de critiquer et de juger. Il s'agit de dire que nous sommes tous, autant que nous sommes, victimes d'aliénation, même quand nous avons des intentions révolutionnaires, anti-impérialistes. Donc, nous devons avoir le courage de nous amender, refuser le déni des personnes qui sont malades et qui ne veulent pas savoir qu'ils ont un cancer, ils ne veulent pas se soigner parce qu'ils imaginent déjà la difficulté du parcours, les souffrances, alors qu'en se soignant au plus tôt, on peut éviter ce qui est au bout, la mort, la déchéance, etc. Donc, refuser le déni, accepter le parcours des soins. Quel gâchis quand des gens qui ont des connaissances, qui sont vidéos, qui pourraient faire notre pays faire un bond avant, quel gâchis que ces gens-là se ferment sous des idées individualistes, des individualistes, je veux dire. Mais en tout cas, ne mettent pas leurs compétences au service de l'ensemble du peuple martiniquais avec toutes ces nuances, avec toutes ces contradictions qui doivent être abordées de façon sereine, dans le respect mutuel. Avec un petit peu d'humilité, ces gens-là porteraient beaucoup aux côtés des autres qui portent beaucoup. Et c'est cela qui nous permettra de nous épanouir individuellement, qui libérera la puissance collective, qui nous permettra de vaincre les barbares qui sont en train de détruire l'humanité. Et donc, de libérer vraiment notre pays et de construire une société alternative avec tous les autres peuples. Je vous remercie de votre attention et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.